On va commencer cette troisième séance. Un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait vu la représentation dynamique des systèmes linéaires sous deux formes. La forme représentation d'état. Je rappelle, la représentation d'état, c'est un système d'équations différentielles d'ordre 1. Ce système d'équations différentielles est mis sous forme matricielle avec deux équations. La première est l'équation d'état qui relie la dérivée première de l'état à une combinaison linéaire de l'état et de l'entrée. Et la deuxième équation, c'est celle qui relie la sortie du système aux états. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la forme d'état. Ça peut modéliser n'importe quel système linéaire, système dynamique linéaire. Après, il y a l'autre forme qui est la représentation fréquentielle, qui est basée sur la transfo de Laplace. La transfo de Laplace qui est une transfo fréquentielle. Donc ça transforme quelque chose de temporel en quelque chose de fréquentiel. Et on avait vu la définition de la transfo de Laplace, on avait vu quelques propriétés de la transfo de Laplace. À la fin, on avait même démontré les propriétés de la transfo de Laplace et certaines propriétés de la transfo de Laplace, et on avait vu aussi comment inverser cette transformée de Laplace de manière à retourner en temporel une fois qu'on a fini de travailler dans un espace où les choses sont plus simples. Je vous avais parlé de la définition de la transformée de Laplace inverse. Je vous avais dit qu'on ne l'utilise jamais parce qu'il y a beaucoup plus simple. Et ce qui est plus simple, c'est de partir d'une transfo de Laplace compliquée, la couper en petits morceaux par décomposition en éléments simples. Et ensuite, grâce aux tables, on trouve très facilement la transfo de Laplace inverse des petits morceaux. Et donc, on applique la propriété de linéarité pour trouver l'inverse de la transfo de Laplace. Voilà. On avait fait un petit exemple machine à courant continu avec la transfo de Laplace. Donc on avait transformé l'équation différentielle temporelle dans le domaine fréquentiel. On avait manipulé les équations de manière à obtenir ce qu'on appelle la transmittance du système. La transmittance d'un système, c'est le rapport entre la transfo de Laplace de la sortie sur la transfo de Laplace de l'entrée. Voilà. Et donc ça, c'était la transmittance ou la fonction transfert de notre moteur électrique. Voilà. Alors maintenant, on va aborder un dernier point de ce premier chapitre sur la modélisation qui concerne la correspondance entre ces deux représentations. Il est possible de passer de l'une à l'autre et de l'autre à l'une, par des relations, par des formules qu'on va expliciter dans cette partie correspondance. Alors tout d'abord, en partant de la représentation d'état et en allant vers la fonction transfert. Donc évidemment, la représentation d'état étant une représentation temporelle des choses, c'est une équadif, ou un système d'équadif, il est possible de faire sa transfo de Laplace. Donc si on fait la transfo de Laplace de la représentation d'état, donc qui est là, la dérivée de l'état se transforme en S fois la transfo de Laplace de l'état. Donc je rappelle, s'il vous plaît, le PC, je préférerais que vous l'éteigniez. Bon, c'est pas, je préjuge rien de ce que vous êtes en train de faire sur votre PC, mais tant que, disons, tout le monde n'a pas accès à un PC, je préfère que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité. Il arrivera sûrement un moment où tout le monde aura un PC. Mais c'est pas encore le moment, mais c'est sûrement proche. Alors, je disais, en faisant la transfo de Laplace donc de la représentation d'état,
L'opérateur de dérivée, je vous rappelle, c'est la multiplication par S. Et je vous rappelle la notation, c'est une majuscule lorsqu'il s'agit de la variable fréquentielle, donc qui dépend de S, et minuscule lorsqu'il s'agit de la variable temporelle. Hein. Donc S fois x de S, qui est donc la transpose de la place de petit x de t, est égal à A, qui est constant, hein, fois grand X de S plus B U de S. Équation de sortie, transpose de la place du premier membre, donc grand Y de S, est égal à transpose de la place du second membre, C fois grand X de S plus D fois grand U de S, en appliquant la propriété de linéarité. Qu'on peut aussi écrire sous cette forme-là, donc en factorisant, mettant en facteur grand X de S, donc on a grand X de S, enfin SI-A facteur de grand X de S est égal à B fois U de S d'une part, et en multipliant à gauche par SI-A, donc qui est une matrice inverse, les deux côtés, on obtient grand X de S est égal à SI-A moins 1, B fois U de S. Ça, c'est pour l'équation d'état, et pour l'équation de sortie, y de S est égal à Cx de S plus du de S, dans laquelle on peut injecter cette expression-là de x de S, et on obtient finalement la sortie en fonction de l'entrée sous la forme fréquentielle. Donc C fois SI-A moins 1 fois B plus D fois U de S. Ce terme-là, entre parenthèses, là, c'est donc la transmittance, la fonction transfert de notre système. On l'a obtenu à partir de la représentation d'état. Alors, si on détaille un peu cette expression-là, et notamment si on détaille l'inverse de SII, c'est la matrice d'identité évidemment, si on détaille l'inverse de la matrice SI-A, c'est 1 sur le déterminant de SI-A fois la matrice des cofacteurs transpose. Donc on peut notamment, en faisant ça, on fait apparaître le dénominateur de cette fonction de transfert, hein, qui est déterminant de SI-A. Alors je vous le rappelle, dans une fonction transfert, le dénominateur est important. C'est sûrement ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est grâce au dénominateur, qui est donc un polynôme, qu'on peut trouver les pôles de la fonction transfert. Et je vous rappelle, les pôles de la fonction transfert déterminent entièrement le type de réponse du système. Et donc là, en faisant cette petite manipulation, on fait apparaître justement ce dénominateur. Donc on sait maintenant que c'est le déterminant de SI-A. Et donc, l'équation caractéristique, hein, ce qu'on appelle l'équation qui donne les pôles, à savoir celle qui annule le dénominateur, hein, qui permet de trouver la valeur des racines du dénominateur, c'est déterminant de SI-A est égal à 0. Il se trouve que c'est aussi les valeurs propres de A. A, qui est la matrice. Donc ce qui est important de voir ici, c'est que c'est A, la matrice A, dans la représentation d'état, qui code, qui contient les informations dynamiques du système. Hein, toute la dynamique du système, sa rapidité, est-ce que c'est oscillant, quel est l'amortissement, quelle est la forme de la réponse, tout ça, c'est codé dans A. Parce que les valeurs propres de A donnent les pôles du système, et les pôles du système décrivent pratiquement complètement le système, à quelques nuances près. Pôle du système est égal à valeur propre de A. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une infinité de représentations d'état, alors qu'il n'y en a pas une infinité, disons, de fonctions transfert. Il est très facile de passer d'une représentation d'état à l'autre par un changement de variable. Alors,
par exemple, si on fait le changement de variable régulier, donc z est égal à p-1 fois x, avec p-1, la matrice de passage entre l'état x et le nouvel état z. Hein. À ce moment-là, on peut injecter l'expression de x dans l'équation d'état et réécrire l'équation d'état. Donc notamment, on peut écrire que la dérivée de x, c'est égal à la dérivée de p fois z, c'est égal à p fois la dérivée de z, c'est aussi égal, d'après l'équation d'état, a fois x, comme x est égal à pz, c'est aussi égal à a fois p fois z, plus b fois u. De la même manière, l'équation de sortie peut s'écrire en fonction de z, y est égal à c fois x, donc c fois p fois z, plus du. Et vous voyez que là, c'est encore une représentation d'état, où la nouvelle matrice A', enfin la nouvelle matrice A qu'on va appeler A', c'est A fois P, la nouvelle matrice B, bah, ça reste B, la nouvelle matrice C', c'est C fois P, et la nouvelle matrice D, ça reste D. Sauf que là, Z ne représente pas la même chose que X. On a un état qui est différent, et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état peut ne pas avoir de signification physique. Si vous faites une transformation quelconque, vous obtiendrez peut-être une combinaison linéaire des états physiques réels du système, et du coup vous obtiendrez un Z dont les états ne reflètent rien de physique. C'est pas un problème. Parfois on fait ces changements, alors c'est utile parfois, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un X, un état qui reflète des paramètres physiques du système. Mais c'est pas fondamental parce qu'on a une équation de sortie de toute façon qui nous permet d'extraire à partir des états la sortie physique qui nous intéresse. Bon. Et dans certains cas, il est plus facile, il est pratique de faire un changement de variable, de se mettre dans un autre espace dans lequel, par exemple, on a des propriétés sympathiques sur les matrices. Notamment, une des propriétés sympathiques sur les matrices, c'est d'avoir A qui est diagonale. Ça permet de simplifier certains calculs, comme on va le voir dans la suite. Voilà, donc ça c'est la nouvelle... Avant je vous ai dit la nouvelle matrice A', bon j'ai fait une erreur, j'ai oublié de multiplier pour l'équation d'état par P-1, hein, donc la nouvelle matrice A', c'est P-1AP, et avant j'avais dit que c'était AP. Hein. Donc évidemment il faut encore multiplier à gauche par P-1 pour obtenir l'équation d'état. Hein. Voilà donc les nouvelles matrices A et B. Donc on obtient un modèle d'état avec A diagonale. Comment on obtient, enfin ce qui est intéressant, c'est d'obtenir une des formes intéressantes parmi l'infinité de formes existantes pour la représentation d'état, c'est d'obtenir un modèle d'état avec A diagonale et avec des pôles distincts. On peut aussi se poser la question comment passer de la fonction de transfert à cette forme-là. Hein, donc maintenant, on a vu comment passer de la représentation d'état aux fonctions de transfert. On a vu comment qu'il était possible d'avoir une infinité, comment passer d'une représentation d'état à une autre finalement. On a vu que la représentation d'état avec A diagonale était une des représentations d'état qui était pratique. Et maintenant, on va voir le passage de la fonction transfert à la représentation d'état, à une représentation d'état particulière, qui est la représentation d'état avec A diagonale. Comment est-ce qu'on fait? Alors, donc, on part d'une fonction de transfert quelconque, donc de sortie divisée par entrée, égale une somme de premier ordre. Donc là, vous avez une somme de y égale 1 jusqu'à n étant l'ordre du système, de fractions qui représentent des premiers ordres. Donc c'est une constante alpha i, scalaire alpha i, sur s moins lambda i. S moins lambda i, c'est un pôle, c'est une fonction transfert avec un pôle en lambda i.
Donc on suppose qu'on est parti de la fraction de polynôme initiale, qu'on l'a coupée, qu'on a fait une décomposition en éléments simples, et qu'on obtient là déjà une forme de somme de premier ordre, plus un D qui est un transfert direct. Il est important de séparer ce transfert direct s'il existe. Je vous rappelle, le transfert direct, c'est une constante qui relie l'entrée à la sortie directement. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on a une approximation de la réalité. Aucun système physique ne réagit instantanément avec une constante qui va de l'entrée à la sortie. Ça implique une bande passante infinie. Mais dans certains cas, on commet cette approximation, même assez fréquemment. Si ça arrive, et ça se traduit par un degré du numérateur égal au degré du dénominateur, donc on n'est pas strictement causal, à ce moment-là, il y a un D non nul qui apparaît. Et il est possible de l'extraire. Donc on a mis les choses sous cette forme déjà. On a fait un petit travail préliminaire. Et maintenant, on veut passer à la représentation d'état. Pour ça, il faut définir des variables d'état. Alors comme on est encore en fréquentiel, donc en variable de Laplace, on va commencer par définir les états, les transfos de la place de l'état, et on les définit de la manière suivante. X, le im état, c'est la transfo de la place de petit xi de t, qui est le im état, c'est grand xi de s, et on définit ça comme étant 1 sur s moins lambda i fois u de s. Donc, en multipliant par le dénominateur, on obtient s fois xi est égal à lambda i xi plus u de s. En faisant la transfo de Laplace inverse et en supposant les conditions initiales nulles, ce qui est le cas pour la fonction transfert, la transmittance est toujours à condition initiale nulle. Xi de s se transforme en la dérivée de petit xi par rapport à t, est égal à lambda fois petit xi plus petit u de t. Et là, on voit apparaître une équation d'état, une des lignes de l'équation d'état, du système d'équations différentielles du premier ordre. On applique ça à tous les états, et donc très facilement, on fait apparaître l'équation d'état. Donc cette fois-ci, petit x, là, c'est le vecteur de tous les états petit xi, est égal à lambda 1 fois x1 plus u pour la première ligne, lambda 2 plus x2 plus u pour la deuxième ligne, égale, etc., jusqu'à lambda n xn fois u, plus u. Et pour l'équation de sortie, on a tout simplement donc y qui est égal à la somme des alpha i fois les états, les états qui sont les xi de s, plus le transfert direct, d fois u. Donc, il suffit d'écrire que le vecteur c, c'est égal à alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, fois le vecteur colonne x, qui contient les x1, x2 jusqu'à xn, plus, ici, le d, c'est un scalaire, je vous le rappelle, transfert direct, d, donc ce gain direct entre l'entrée fois la sortie, et la sortie fois u. Et là, on a une représentation d'état diagonale, directement. Donc on est passé de la fonction transfert, on a une fonction transfert, donc une fraction de deux polynômes, on a fait la décomposition en éléments simples, on obtient la forme du slide précédent, et on obtient directement ensuite la matrice A, la matrice B, c'est que des 1, la matrice C, c'est les coefficients des numérateurs des éléments simples, et le D, éventuellement, c'est le transfert direct s'il existe. Voilà, c'est simple. Et là, il y a une forme très pratique aussi pour le calcul, pour inverser A, pour calculer d'autres formes à partir de A, c'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est le cas où tous les pôles sont distincts. Lorsqu'on fait une décomposition en éléments simples, il peut arriver qu'on ait des pôles multiples.
Et donc dans ce cas-là, c'est pas tout à fait la même chose. Dans ce cas-là, on a la situation, vous voyez, où on a P pôles multiples, par exemple. Et dans ce cas-là, on a des puissances successives de ces pôles. Donc la décomposition en éléments simples donne, par exemple, pour un pôle lambda 1 d'ordre P, alpha 1 sur S moins lambda 1, plus alpha 2 sur S moins lambda 1 au carré, plus, etc., alpha P sur S moins lambda 1 à la puissance P. Plus ensuite, tout le reste, c'est les pôles qui sont distincts. Bon, dans ce cas-là, on définit les variables d'état, enfin leur transfo de la place comme par ces équations-là. Donc x1, c'est 1 sur S moins lambda 1 fois U de S. X jusqu'à xp, c'est 1 sur S moins lambda 1 à la puissance P fois U de S. Et ensuite, on continue comme avant. On s'aperçoit que à chaque fois, les x2 jusqu'à xp sont successivement les dérivés. Enfin, c'est 1 sur S moins lambda 1 fois le précédent. Et donc on peut les écrire, ces états-là, donc le 2 jusqu'au pim, en fonction de l'état précédent. En notant que, par exemple, xp, c'est 1 sur S moins lambda 1 fois le précédent. Le précédent, c'est 1 sur S moins lambda 1 fois celui d'avant, etc., etc. Et donc, grâce à cette observation-là, donc pour les états, pour le premier état, il n'y a pas de problème. Pour le deuxième état, vous voyez que le U n'intervient plus, mais on l'exprime en fonction du précédent, grâce à cette propriété-là qu'on vient d'énoncer de dépendance de l'état suivant par rapport au précédent, jusqu'au pim. Et ensuite, ça redevient normal. Donc, on arrive à exprimer ça sous forme matricielle en écrivant que donc la dérivée de l'état est égale pour le premier état lambda 1 fois x1 plus u, ça c'est comme d'habitude. Pour le deuxième état, par contre, c'est l'état précédent, donc x1 plus lambda 1 fois l'état courant, x2, plus 0. U n'intervient pas sur le deuxième. Le troisième, c'est x2 plus, donc le précédent, plus lambda 1 fois le courant, donc le x3, plus 0, jusqu'au pim. Et jusqu'au pim, c'est 0 là par rapport à u. Et ensuite, on continue comme avant. Donc le p plus unième est égal au lambda 1 fois x de p plus 1 plus u, etc. jusqu'à la fin. Donc là, vous avez une matrice qui est légèrement différente, qui n'est plus tout à fait diagonale, mais enfin qui présente encore des propriétés intéressantes. Vous avez des 1 qui apparaissent là sous la diagonale aux endroits où on a un pôle d'ordre multiple. Maintenant, on va voir une autre transformation, fonction transfert vers représentation d'état. On va voir la forme dite de commandabilité. Alors, il y a parmi l'infinité de représentations d'état, il n'y en a pas 50 qui sont intéressantes. Il y en a 3. La forme qu'on vient de voir, qui est la forme diagonale. La forme de commandabilité, on va voir pourquoi elle est intéressante, et la forme d'observabilité qu'on verra plus tard. Cette forme d'observabilité, de commandabilité, elle fait apparaître A sous une forme qui est appelée la forme compagne. Bon, ça c'est une terminologie de la représentation d'état. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On part toujours de la fonction transfert du système, donc G de S est égal à transfo de la place de la sortie sur transfo de la place de l'entrée est égal à un rapport entre deux polynômes, celui du numérateur et celui du dénominateur, qu'on écrit comme ça. Donc on a M0 au numérateur sur
n pôles au dénominateur. Et on va définir maintenant l'état d'une autre façon pour obtenir ce qu'on veut. On définit, enfin bon, là c'est un peu arbitraire, ça paraît sûrement arbitraire pour vous qui n'avez pas encore vu ces choses-là, mais disons vous allez voir qu'avec ces états-là définis de cette manière-là, que va devenir la représentation d'état, hein. Donc c'est un peu, disons, un serpent qui se mord la queue là. Bon, vous partez du principe qu'on vous faites confiance, hein, et on définit les états de cette manière-là. Un état x1 de S tel que, donc on définit l'état x1, le premier, juste le premier pour le moment, de telle manière que u de S est égal au dénominateur fois cet état-là, et la sortie est égale au numérateur fois cet état-là. Bon, voilà. Alors on peut écrire, grâce à cette définition du premier état, donc on remplace d de S par son expression, on remplace n de S par son expression, et on définit les états x2 à xn. Là aussi, de manière très simple, le deuxième état, c'est la dérivée du premier, le troisième état, c'est la dérivée du deuxième, le nème état, c'est la dérivée du n-1e. Donc finalement, le deuxième état, c'est la dérivée du premier, le troisième état, c'est la dérivée seconde du premier, le quatrième état, c'est la dérivée troisième du premier, et le dernier état, c'est la dérivée n-1e du premier. Donc la dérivée du ième état, c'est la dérivée ième du premier. Hein. En appliquant cette définition-là des états, hein, et en utilisant la propriété d'opérateur de dérivée de la transpose de Laplace, hein. Donc par exemple que S à la puissance n fois le premier état, c'est la dérivée nème de ce premier état, hein. C'est pour ça qu'on a ici, qu'on isole d'ailleurs la dérivée nème du premier état en fonction des dérivées des autres états, hein. La dérivée nème du premier état, c'est la dérivée de l'état xn, hein, qu'on peut écrire en fonction des dérivées des états précédents, et qu'on peut exprimer ensuite grâce à cette équation-là, hein, en fonction des états. Donc la dérivée du dernier état, on peut l'exprimer comme combinaison linéaire des états plus un coefficient très simple qui est 1 fois l'entrée. Donc voilà comment on écrit ça sous forme matricielle pour tous les états. Donc l'état x1, la dérivée de l'état x1, c'est égal à l'état x2. La dérivée de l'état x2, c'est égal à l'état x3, jusqu'à la dérivée de l'état xn-1, c'est égal à l'état xn. Et la dérivée de l'état xn, c'est égal à une combinaison linéaire de tous les états, plus le u, grâce à cette équation-là. Et, oups, il n'y a pas encore l'équation de sortie là. Bon, alors pourquoi c'est sympathique ça ? Bon, d'une part, la matrice A n'est pas trop compliquée, il y a pas mal de zéros, hein, des matrices creuses comme ça, avec plein de zéros partout, c'est assez facile à traiter numériquement, ça a des propriétés numériques assez bonnes, hein. Et d'autre part, surtout là, hein, il y a quelque chose d'intéressant, il n'y a que des zéros et un 1. C'est pour ça qu'on appelle ça matrice de commandabilité. Ça veut dire que le U, il n'agit sur aucune des lignes là, enfin pratiquement aucune des lignes d'état, sauf sur la dernière, hein. Donc le U agit, commande, le U c'est la commande en général, hein, agit juste sur une équation d'état qui est la dernière, celle qui régit, celle qui exprime la dérivée du dernier état. C'est pour ça qu'on appelle ça forme de commandabilité.
Et la matrice d'évolution, la matrice A, est sous forme compagne horizontale. Bon, il reste à déterminer l'équation de sortie. Je vous rappelle la définition de la sortie, c'était le produit du numérateur par l'état. Alors, il faut séparer deux cas. Le cas où on est strictement propre, à savoir qu'il n'y a pas de transfert direct entre l'entrée et la sortie, ça équivaut à dire que le degré du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur. Donc dans ce cas-là, on est dans la situation où on a moins, où m donc est strictement inférieur à n, donc on a des zéros qui apparaissent là, forcément. Je vous rappelle, ça c'est la matrice C, hein, c'est celle qui permet de... Donc la matrice D est nulle, il n'y a pas de transfert direct, et ça c'est la matrice C, c'est celle qui permet d'exprimer la sortie en fonction d'une combinaison linéaire des états. Comme la dimension de l'état c'est n, comme petit m est inférieur strictement à n, comme ici il y a un 0, ça veut dire qu'on a m plus 1 coefficient, donc au pire on n'a pas de 0. Donc au pire, petit m est égal à n-1, et dans ce cas-là, on a les coefficients b qui remplissent tout. D'accord ? Et dans le cas... donc ça, c'est l'équation de sortie dans le cas où on est strictement propre. Et dans le cas où on est non strictement propre, alors on ne peut pas avoir le cas petit m supérieur à petit n, ça c'est impossible, hein. Ça, pour le coup, il n'y a aucune approximation qui justifierait un tel choix, un tel modèle, mais on peut avoir le cas n est égal à m. Dans ce cas-là, on a un coefficient qui relie l'entrée à la sortie, et bon, on a un coefficient en plus, hein, si vous voulez. Alors, il faut faire apparaître ce coefficient. Dans ce cas-là, on a y de s est égal à bn, n étant égal à m, ça peut aussi être bm ici, s à la puissance n x1, plus les n coefficients, vous voyez que ça va de 0 à n-1, donc il y en a bien n, qui sont combinaisons linéaires des états. Ils sont les coefficients qui permettent d'écrire la combinaison linéaire des états. On écrit ça ensuite sous cette forme, hein, en remplaçant x1 par son expression, par sa définition. Je vous rappelle, x1, on l'avait défini par rapport au dénominateur également, et donc on fait apparaître, disons, s à la puissance n fois x1 de s dans cette expression-là. On remplace et ensuite on factorise, hein. Donc là, on a également une combinaison linéaire des états. On a cette fois-ci l'entrée qui apparaît, hein, qui a un coefficient bn dans l'équation de sortie. Donc on réarrange tout ça et on obtient cette équation de sortie avec ces nouveaux coefficients. Et surtout ce transfert direct entre entrée et sortie avec un coefficient Bn. Alors voilà donc la façon dont on passe d'une fonction transfert à la représentation d'état dite commandable dans certains cas pour utiliser certaines propriétés de calcul, on est amené à exprimer les choses sous cette forme-là. C'est la forme canonique commandable. Donc c'est très simple, hein. Bon, une fois qu'on a fait ce calcul, évidemment, vous avez, ça c'est juste pour vous montrer d'où ça vient, hein, mais vous, en tant qu'utilisateur, disons, de ces résultats-là, c'est relativement facile à utiliser, hein. Il suffit d'aller repérer les coefficients de la fonction transfert mise sous la forme d'une fraction entre deux polynômes. Vous repérez les coefficients du numérateur, ça vous donne les B0 à Bn. Vous repérez les coefficients du dénominateur, ça vous donne les A0 à An-1, et après il suffit de remplir. Et vous avez la représentation d'état. C'est simple. Ça demande aucune réflexion particulière.
Alors, on a fini donc là maintenant cette correspondance entre les représentations. Je vous ai dit, j'ai un certain nombre de compléments de cours, et là justement j'en ai un. Donc ces compléments de cours, voilà, vous ne les avez pas dans le poly, hein, ça permet non seulement de compléter les transparents, mais également de compléter le... Vous l'avez au fait là? Vous l'avez récupéré? Donc de récupérer le polycopie. Donc la dernière fois, on avait démontré un certain nombre de propriétés. Je ne sais plus où on était d'ailleurs. On avait démontré la dérivée n-mième, hein, je crois. On s'en était... On avait fait ça, là, la remarque, là? Ouais? Ok. Et ça, on l'avait fait aussi? Ok. Bon. Alors, on va faire un exemple qui est encore plus simple que celui du cours. Dans le cours, l'exemple qui sert de fil rouge, c'est le moteur à courant continu. Mais ici, je vous fais un exemple encore plus simple. Le moteur à courant continu, c'est un deuxième ordre. Et là, on va traiter le cas d'un circuit RL, qui a un premier ordre, donc encore plus simple. Alors évidemment, la représentation d'état d'un système du premier ordre, ça vous fait une matrice qui est comment? Une matrice A qui est comment? Alors la dimension de A, c'est quoi? Dans le cas d'un circuit RL, la dimension de A, c'est quoi? Oui, c'est 1. 1 fois 1, un scalaire. Donc on est vraiment dans un cas limite très très simple qui fait que les équations d'état qui normalement sont matricielles deviennent scalaires. C'est pour ça que c'est particulièrement simple. Alors voilà le problème. Donc on a un circuit RL avec comme entrée la tension appliquée aux bornes du circuit, avec un R, une résistance R et une inductance L en série. Et en sortie, on prélève la tension aux bornes de l'inductance. On aurait pu choisir d'autres sorties en fonction des besoins qu'on a, mais là, on veut s'en servir comme... alors, est-ce que c'est un filtre passe haut ou passe bas? Là, c'est passe haut. Hein. Ouais. Ça fait un filtre passe haut. Hein. Pourquoi passe haut? Parce que aux basses fréquences, mettons que vous mettiez une tension continue. Une tension continue, c'est la limite de la basse fréquence. Vous avez un courant qui s'établit là-dedans, bon, un transitoire, et aux bornes de l'inductance, vous avez une tension qui dépend de la variation du courant. Donc tant que le courant s'établit à finalement U sur R, il y a une tension aux bornes de l'inductance, et quand ce courant a fini de croître, donc quand il n'y a plus de LDI sur DT, eh ben, la tension de sortie Y tend vers 0. Donc si vous mettez en régime permanent, donc si vous mettez une tension continue, donc si tout est continu, basse fréquence, on n'a pas de sortie. Donc c'est bien un filtre passe haut, ça laisse passer les hautes fréquences. Plus vous avez une fréquence qui varie vite au niveau de U, plus vous aurez un courant qui va varier vite, plus vous aurez un DI sur DT qui sera grand, et plus vous aurez une tension de sortie qui sera importante. Donc effectivement, ça va avoir un gain très important aux hautes fréquences. Voilà, donc c'est un filtre passe haut. Si on avait inversé la position de résistance à inductance, on aurait eu un filtre passe bas. Bon, l'équation différentielle de ce système, c'est U moins RI moins L DI sur DT. La sortie en fonction de l'entrée, c'est Y est égal à L. Enfin, la sortie en fonction de l'état, en l'occurrence, ou d'un des états, c'est L fois DI sur DT. Donc, on fait la transfo de Laplace de ces deux équations. Donc, la transfo de Laplace de cette première équation, c'est U moins RI moins L fois S opérateur de dérive fois grand I, qui est la transfo de Laplace de petit i. Donc, bon, ici, je fais souvent des raccourcis de notation, je ne mets pas toujours
parenthèse en fonction de S. Donc là, typiquement, je l'ai laissé tomber, ça c'est pour alléger les expressions, hein. Mais je respecte quand même la convention que les majuscules, concernant les variables en tout cas, I est une variable, représente une grandeur fréquentielle. Donc grand I de S est égal à grand U de S sur R plus LS. D'autre part, transfo de la place de ça donne grand Y de S est égal à opérateur de dérivée, donc S fois I de S fois L. Qu'on peut injecter, enfin on peut remplacer I de S par cette expression-là, donc on obtient finalement sortie en fonction de l'entrée, Y de S est égal à LS fois ça, donc fois U de S sur R plus LS. Voilà la fonction de transfert de notre système. Un premier ordre parce que le degré du polynôme au dénominateur, c'est 1. Donc il n'y a qu'un seul pôle. Il se trouve qu'il y a aussi un 0. Hein, donc le degré du numérateur, c'est aussi 1. Donc le petit m ici, il vaut 1. Et il se trouve que ce 0-là, il vaut 0. Hein, donc la valeur de S qui annule le numérateur, c'est 0. Ça, c'est une situation particulière. C'est justement des systèmes qui ont un 0, c'est des systèmes qui passent haut. Hein, c'est-à-dire qui, pour une fréquence basse, ne laissent rien passer. Ok, alors on a mis ça sous forme... alors on peut aussi dire, dernière remarque, que c'est un système non strictement propre, parce que m, on est dans la situation où petit m est égal à petit n, et on aura donc un transfert direct. C'est-à-dire que si on met un échelon aux bornes de ce circuit, instantanément, alors là aussi c'est pas instantanément, il y aura un temps de propagation, hein, si on va chercher les fractions de picosecondes, hein, on aura un délai, enfin d'autres phénomènes qui vont intervenir. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, notre bande de fréquences dans laquelle on va travailler, on peut considérer que lorsqu'on met une tension U, instantanément, on va avoir une tension de sortie. Instantanément, on va avoir une tension à la sortie. Voilà. Bon, j'ai juste réécrit ça d'une autre manière. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Là, j'ai divisé tout. J'ai mis L en facteur au dénominateur et j'ai tout divisé par L de manière à faire apparaître clairement le pôle. Hein, le pôle qui est égal à moins R sur L. Bon, alors maintenant qu'on a ça, on va passer de la fonction transfert, qui est là, aux deux représentations d'état qu'on a vues. La forme diagonale, puis la forme commandable. Pour ça, il n'est pas nécessaire, en tout cas pour la première forme diagonale, il n'est pas nécessaire de travailler beaucoup, vu qu'on a déjà la fonction transfert qui est un premier ordre. Donc on n'a pas besoin de la décomposer en premier ordre. On n'a pas obligé de faire une décomposition en éléments simples dans ce cas-là. Par contre, il va falloir extraire le transfert direct, parce qu'il existe. Donc, on définit B0 est égal, donc B0 c'est le coefficient d'ordre 0 du numérateur 0, B1 est égal à 1, A0 est égal à R sur L et A1 est égal à 1. J'ai aussi tout divisé par L pour faire apparaître un coefficient 1 au niveau de S. Parce que toutes les formules qui sont données dans le cours supposent, enfin partent du principe qu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par ce qu'il faut pour avoir un AN égal à 1. C'est toujours possible. Il suffit de tout diviser par AN pour toujours obtenir 1. Le gain statique, tel qu'il est défini dans le cours, c'est B0 sur A0. B0 est égal à 0, A0 est égal à R sur L.
Là c'est AC, hein. AC c'est le coefficient de plus bas degré du dénominateur. Hein, si vous regardez votre cours, hein, c'est défini, il y a une des formules qui définit ça. Hein. C, c'est la classe du système. Hein. Si jamais vous avez un ou plusieurs intégrateurs, ce C va être différent de 0. Alors, il se trouve qu'ici, il n'y a pas d'intégrateur. C'est vrai que vous ne savez pas encore ce que c'est un intégrateur. Mais vous savez la définition de la classe. Hein. Et la définition de la classe, c'est cette valeur de C, qui ici vaut 0. Donc le gain statique est égal à 0. Donc c'est ce que je vous avais dit là. On est dans le cas d'un filtre passe haut. Donc effectivement, si on met une constante à l'entrée, ça va avoir un gain nul. Donc gain statique, gain pour une constante à l'entrée, nul. C'est tout à fait logique. Ok. Alors, mise sous forme d'état. On va choisir tout d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste regarder ce que je fais là exactement. Ah oui, d'accord. Au début, je fais une mise sous forme d'état quelconque. Hein. Donc, je choisis un état quelconque. Par exemple, un état qui reflète une grandeur physique hein, du système. Et là, je prends comme seul état, parce que c'est un ordre 1, x1 est égal au courant, I. J'ai les équations de ce système, donc y est égal à L di sur dt, est égal aussi à U moins RI. Donc on peut écrire que L di sur dt est égal à U moins RI, et ça c'est une équation d'état, c'est l'équation d'état avec cet état I, hein, donc dérivée de l'état en fonction de l'état lui-même et de l'entrée. Voilà, réécrit sous forme habituelle, hein, donc dérivée de l'état, gain fois l'état plus entrée. Donc, voilà l'équation d'état et l'équation de sortie. Y est égal à moins RI plus U, hein, donc coefficient fois l'état, combinaison linéaire des états, donc là c'est très simple, c'est juste un coef fois l'état, plus le transfert direct qui ici n'est pas nul, avec un coefficient 1. Donc si vous mettez 1 volt en entrée, vous aurez tout de suite, instantanément, vous aurez 1 volt en sortie à t égale 0. Dans ce cas-là, la matrice A qui est un scalaire vaut moins R sur L, la matrice B qui est un scalaire vaut 1 sur L, la matrice C qui est un scalaire vaut moins R, et la matrice D, enfin le scalaire D qui est toujours scalaire dans le cas monovariable, il vaut 1. Donc ça, je pense que c'est la forme d'état la plus simple, une des plus simples qu'on puisse imaginer. Maintenant, on va passer de la représentation d'état à la fonction transfert. Bon, on a déjà établi la fonction transfert, mais maintenant, on va essayer d'y revenir avec la formule du cours, celle qui donne la fonction transfert à partir des matrices d'état. Je vous rappelle, donc G de S qui est égal à YS sur U de S, c'est égal, d'après le cours, C fois S I. Alors I ici, la matrice identité c'est 1, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Hein. Donc S moins A à la puissance moins 1, donc l'inverse de S moins A, donc 1 sur S moins A dans le cas scalaire, fois B plus D. On remplace par les expressions, donc C c'est égal à moins R, A c'est égal à moins R, donc c'est S plus R sur L, B c'est égal à 1 sur L, et D c'est égal à 1. Donc on obtient ça. Moins R sur L sur S plus S R sur L plus 1. On regroupe, on obtient ça, qu'on peut simplifier. S sur S plus R sur L. On obtient heureusement la même chose. Bon, alors on va passer à la suite. La suite, c'est le passage de la fonction transfert à la forme d'état. Donc on a fait forme d'état vers fonction transfert. On va faire fonction transfert vers deux formes d'état. D'abord la forme d'état diagonale.
Alors pour ça, il faut faire une petite manip. Alors ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître, je pense. Elle n'est pas bien méchante, hein. La première chose à faire, je vous rappelle, pour passer de la fonction transfert à la forme d'état diagonale, il faut faire apparaître le transfert direct. Ici, on sait qu'il y en a un parce que m est égal à n. Donc, on passe par cette étape préliminaire qui consiste à calculer ce transfert direct. Alors, calculer ce transfert direct, c'est pas bien compliqué, c'est faire la division polynomiale du numérateur par le dénominateur. Donc, S divisé par S plus R sur L, c'est égal à une fois ça. Hein, pour éliminer le S, hein, vous multipliez ça là par 1. Hein, donc, ça a pour effet, là, lorsque vous soustrayez à S une fois ça, d'éliminer le S, hein, donc d'éliminer le terme de plus haut degré, et le reste, c'est simplement moins R sur L. Donc, ça peut aussi s'écrire sous la forme 1 plus le reste, moins R sur L, sur le dénominateur. Voilà le petit travail préliminaire qu'il faut faire pour faire apparaître le D avant d'utiliser, disons, les formules pour la forme d'état diagonal. Ensuite, on a donc petit n est égal à 1, alpha 1 qui est le numérateur là de cette décomposition en éléments simples qui est égal à moins R sur L, lambda 1 qui est le pôle de ce premier ordre qui est égal à moins R sur L, et le transfert direct D qui est égal à 1. Une fois qu'on a défini tout ça, c'est fini. Il suffit d'appliquer la formule et on a directement la représentation d'état. Donc formule du cours, on remplace tous ces termes-là dans les matrices qui sont données et on obtient A scalaire qui est égal à lambda 1 qui est égal à moins R sur L, B scalaire qui est égal à 1, C qui est égal à alpha 1 qui est égal à moins R sur L et D qui est égal à 1. Alors si vous comparez avec l'autre forme d'état là qu'on avait établi juste avant en choisissant un état au pif, hein, qui était I, on n'a pas tout à fait la même chose. Mais c'est équivalent. Je vous rappelle, il y a une infinité de représentations d'état possibles. Alors il se trouve qu'ici, l'état, il n'a pas forcément une signification physique comme avant. C'est peut-être un coef fois le courant, par exemple. C'est peut-être une tension aux bornes de la résistance ou autre, quoi. Bon, ça peut être relié à quelque chose de physique, mais ça n'a pas forcément, dans le cas général, surtout lorsque l'ordre augmente, une signification physique. Mais c'est valable quand même pour trouver la sortie. Bon, deuxième petit calcul, passage de la fonction transfert à la représentation d'état commandable. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, ça c'était. Ouais, ça c'est rien. Vous n'êtes pas obligé de noter ça. C'est juste. Bon, je voulais expliciter un petit calcul là du cours, mais enfin bon, c'est pas. Ça c'est pas critique. On va plutôt passer à la forme compagne du circuit RL, donc la forme commandable. Donc dans ce cas-là, on met sous cette forme. On a M qui est égal à N qui est égal à 1. Hein, donc on est dans le cas non strictement propre. On a A0 qui vaut ça, A1 qui vaut ça, B0 qui vaut 0, B1 qui vaut 1 et qui est égal à Bn. Dans ce cas-là, on a directement la solution. Hein. Vous regardez la formule générale et vous particularisez. Ça fait un A0 qui vaut moins A0 qui vaut donc moins R sur L, un B qui vaut 1, un C qui vaut B0 moins A0 B1 qui vaut moins R sur L et un D qui vaut 1. Donc dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire la division polynomiale. Parce que dans la méthode, on a les deux cas. Hein. Dans la méthode, vous avez le cas non strictement propre et le cas strictement propre. Donc dans la méthode, dans les formules qu'on vous donne, on a déjà décomposé les deux cas. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce complément-là.
Donc vous voyez, on a deux représentations possibles d'une réalité, enfin on a deux formes de représentation possibles pour une réalité. La forme temporelle représentation d'état qui est totalement générique, qui peut s'appliquer à n'importe quel système, qui est même adapté au système multi-entrée, multi-sortie. C'est ça sa puissance par rapport à la fonction transfert qui n'est pas vraiment adaptée au multi-entrée, multi-sortie. Et il y a la forme fonction transfert qui a aussi des avantages et des inconvénients. Et ces avantages, c'est une simplicité de calcul des dérivés notamment. On a un opérateur de dérivés, une manipulation des équations qui est assez simple dans le domaine fréquentiel. D'autre part, une interprétation physique possible fréquentielle, c'est souvent utile. Raisonner en termes de bande passante, c'est souvent utile même en automatique, de dire par exemple qu'un asservissement de température doit avoir une bande passante de 1 Hz, ça donne une idée sur sa rapidité, par exemple. Et on a une analogie aussi avec d'autres disciplines comme l'électronique. On utilise aussi la fonction transfert pour modéliser des filtres. On a des fonctions transfert qui modélisent le comportement fréquentiel de filtres analogiques. Voilà. Donc on va passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est le deuxième chapitre dédié à la réponse des systèmes à temps continu. On a mis les systèmes en équation sous différentes formes, multiples et variées. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver la réponse de ce système à une certaine entrée. La réponse temporelle, c'est-à-dire le y en fonction de t, en fonction d'un u de t qu'on met à l'entrée, et ce u de t pouvant prendre différentes formes. Alors on va d'abord commencer avec la représentation d'état. Donc ça consiste à résoudre les équations d'état. Donc à partir de ce système d'équations différentielles du premier ordre, ce qu'on voudrait, c'est trouver x en fonction de t, dans le cas général. Et ensuite, une fois qu'on a x en fonction de t, c'est assez facile de remonter à y en fonction de t, sachant qu'il y a simplement un gain entre entrée et sortie, plus éventuellement un transfert direct qui lui aussi est un simple gain. Donc le problème, c'est de résoudre ça, dans le cas général. Alors il se trouve que c'est une équation différentielle du premier ordre matricielle. Donc les propriétés qu'on a vues pour résoudre les équations différentielles d'ordre 1 scalaire, vous allez les retrouver grosso modo pour les équations différentielles matricielles. Alors notamment, on va d'abord résoudre l'équation différentielle du premier ordre sans second ordre. On peut rappeler la technique pour résoudre les équations différentielles du premier ordre. On résout d'abord sans entrée, donc sans second membre, sans le u. On obtient une forme générale qu'on pondère avec un certain gain. Et puis ensuite, on rajoute la forme particulière qui fait intervenir le u. Donc ici, c'est exactement la même démarche, sauf qu'on est dans un espace multidimension. Alors on montre, là je ne vais pas tout vous démontrer, on montre que x de t, que la solution générale de l'équation sans second membre, peut s'écrire sous la forme x de t est égal à phi, cette solution-là, donc phi de t qui dépend de t, évidemment, mais aussi de t0. T0, c'est l'instant initial pour lequel on a les conditions initiales. Et les conditions initiales, c'est l'état à l'instant initial, donc x de t0. Donc ce phi dépend de t0 et de t, et on le pondère par justement l'état initial, x de t0.
avec phi de t, t0 qui est appelée la matrice de transition, qui est d'ordre n, dimension n fois n, et qui est telle qu'elle vérifie l'équation d'état sans la partie u, sans l'entrée. Donc dérivée de phi par rapport à t est égale à a fois phi de t, quel que soit t supérieur à ou égal à t0. Ensuite, on résout l'équation avec second membre, donc avec l'entrée. Tx sur dt est égal à ax plus bu. Et on montre que la solution particulière, la solution de la réponse forcée, s'écrit x de t est égal à intégrale de t0, donc l'état initial qui est souvent pris égal à 0 d'ailleurs, mais pas forcément, jusqu'à t de phi, donc la matrice de transition phi de t virgule taux, b u de taux des taux. Et on obtient donc la solution générale en additionnant la solution sans second membre avec la solution particulière par le principe de superposition. Donc on obtient cette expression. Ensuite, pour remonter, là on a fini, on a donc l'état en fonction du temps. Pour remonter de l'état en fonction du temps à la sortie en fonction du temps, on applique l'équation de sortie, tout simplement. Dans laquelle on peut remplacer x de t par son expression. Alors là, c'était dans le cas général de chez Général. Pour un système linéaire invariant, c'est ce qui nous intéresse dans ce cours. L'expression de la matrice de transition, c'est pareil que pour la solution générale d'une équation différentielle du premier ordre sans second membre, c'est une exponentielle. Sauf que là, c'est une exponentielle matricielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle matricielle? Quelle est sa définition? Exponentielle de a fois t moins t0 avec exponentielle de a fois t qui est définie par son développement limité, par sa série de Taylor. Pardon. Matricielle, donc ça c'est la définition. C'est la définition de exponentielle de a fois t. Alors évidemment, il n'est pas possible de le calculer exactement. C'est un algorithme qui est forcément récursif dans le cas général. Sauf si A est diagonale. Dans ce cas-là, l'exponentielle d'une matrice diagonale, c'est simplement l'exponentielle des termes de la diagonale. On peut le montrer très facilement. C'est pour ça que la forme diagonale est pratique. Et justement, c'est pour ça qu'on l'utilise souvent, qu'on se ramène souvent à cette forme diagonale, parce qu'elle permet facilement de faire ce calcul-là, à savoir de remonter à l'expression temporelle de la sortie. Donc la réponse complète du système dans le cas d'un système linéaire invariant, c'est celle-ci, c'est donc la même qu'avant, sauf qu'on a remplacé la matrice de transition par son expression particulière qui est exponentielle de a fois t moins t0, et là c'est exponentielle de a fois t moins taux. Calcul de la matrice de transition, dans le cas où A est diagonale, chacun des termes de la diagonale de exponentielle de AT est l'exponentielle du terme correspondant de A. En effet, si on applique la définition de l'exponentielle de grand AT, on s'aperçoit que tous les termes de la diagonale sont égaux à la série de Taylor de l'exponentielle correspondante du scalaire qu'il y a sur l'élément correspondant, et donc ça c'est aussi égal à exponentielle de AIT avec AI l'élément de la ième ligne sur la diagonale. Donc dans le cas général on n'a pas où A est non diagonale, suivant la façon dont on a obtenu la représentation d'état, il peut arriver que il arrive souvent que A soit non diagonale. Dans ce cas-là, on diagonalise. Et diagonaliser, c'est relativement
aisée, hein. Il suffit de calculer les vecteurs propres de la matrice A, ça nous donne, en les juxtaposant ces vecteurs propres colonnes, ça nous donne une matrice P, qui est la matrice de changement de variable qui nous permet d'avoir un A diagonal. Alors, il y a aussi d'autres méthodes pour calculer l'expression temporelle à partir de la représentation d'état. Une qui est très simple consiste à faire la transpose de la place de la représentation d'état et ensuite à faire, une fois qu'on a obtenu x de s, l'expression de x de s, à remonter grâce à la transpose de la place inverse à petit x de t. Alors, sauf qu'on a évidemment des expressions matricielles, donc c'est un peu plus compliqué que dans le cas scalaire. Et il y a notamment le théorème de Sylvester qui permet aussi de remonter à l'expression temporelle. Bon, mais ça, si vous voulez en savoir plus, il y a des références dans le cours qui vous permettent qui donnent des pointeurs sur des ouvrages qui détaillent ça. Bon, alors on va appliquer ça maintenant à notre fil rouge, au moteur à courant continu Maxon F2260 bobinage 885, que tout le monde connaît bien évidemment, hein. Alors bon, quand même pour culture technologique, Maxon c'est un des fabricants les plus réputés de moteurs à courant continu, fabricant suisse, de moteurs à courant continu performants pour la robotique. Alors celui-ci, on lui met en entrée une tension constante de 12 volts. On lui met un échelon indiciel de 12 volts à l'entrée. Et on a des conditions initiales à t égale 0 qui sont les suivantes. C'est-à-dire qu'à t égale 0, il n'est pas à l'arrêt. Il tourne à 2230 tours minute et il y a un courant dans son bobinage d'induit de 0,168 ampères. Ça, c'est l'état initial. On part de là et à partir de là, on sait qu'à t égale 0, on applique un échelon de 12 volts en entrée. Bon, là, je veux juste voir un truc. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Alors, pour ça, alors là c'est un peu dense, hein. Bon, mon collègue Bail, bon, j'ai discuté avec lui, il trouve que c'est pas la peine de rentrer dans tous les détails, mais bon, voilà, on a sur ce point en tout cas une conception de la pédagogie qui est légèrement différente. Donc là, je trouve que c'est un peu trop dense, y compris dans le poly. Donc je vais sachant que c'est la première fois qu'on fait ça, évidemment vous allez faire ça en TD de manière assez intensive, mais je préfère vous le détailler un tout petit peu plus. Donc vous avez cette version-là, qui est évidemment juste, hein, mais il manque des étapes de calcul. Et je vais vous donner, moi, un complément qui est un peu plus fourni. Ah oui. Ouais. Alors tout d'abord, on va commencer simple. Bon, c'est lisible. On va commencer, au lieu de commencer tout de suite avec le moteur, on va commencer avec le circuit RL. Et on va appliquer la méthode qui consiste à trouver la sortie de notre circuit RL pour une entrée U de tension qui est un échelon initial. Donc vous mettez un échelon de 1 volt à l'entrée de votre circuit RL là, et vous voulez avoir Y de T en appliquant la méthode de résolution là avec les équations d'état. Donc ici on est dans le cas scalaire, donc c'est particulièrement simple, mais on va quand même utiliser la méthode générale qui s'applique évidemment aussi au cas scalaire. Je vous rappelle le circuit RL sous sa forme compagne. On avait trouvé A
qui est égal à moins R sur L, B est égal à 1, C est égal à moins R sur L, et D est égal à 1. Donc, phi, la matrice de transition, est égale à exponentielle de A fois T moins T0, donc de exponentielle de moins R sur L, T moins T0. Et donc la réponse libre, sans le U là, hein, est égale à exponentielle de moins R sur L, T moins T0 fois X0, avec X0 est égal à X de T0, est égal à l'état à l'instant T égale 0, c'est les conditions initiales. Donc là, je décortique, je ne peux pas décortiquer plus. Hein. Par contre, si ça va pas assez vite, hein, vous me le dites. Hein. Je le détaille, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Hein. Bon, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va dire que ça va pas assez vite, parce que sinon ceux qui trouvent que ça va trop vite vont leur en vouloir. Donc ma question est un peu idiote. Par contre, si vous voulez de manière confidentielle me dire quelque chose, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors maintenant, on a la réponse libre, il faut calculer la réponse forcée. La réponse forcée a une entrée en échelon, comme indiqué là. On applique la méthode générale qui dit que la réponse forcée c'est égal à l'intégrale de T0 à T de la matrice de transition, à savoir celle-ci. On remplace T0 par taux. Fois B fois U de taux des taux, avec le U de taux qui est l'échelon indiciel. Alors l'échelon indiciel il vaut 1 pour T strictement, enfin T supérieur ou égal à 0, on va dire ça. Le B, il vaut 1, donc on se retrouve avec une intégrale qui vaut ça. Donc voici l'expression de la réponse forcée. Pour obtenir la réponse totale, complète, on additionne la réponse libre, sans entrée, avec la réponse forcée avec entrée, et on obtient la réponse de l'état. Hein, c'est pas encore la sortie, x de t est égal à ça. D'où la sortie qui est égale à c, ça c'est un x, ça ressemble à un u mais c'est un x. C fois x de t plus d fois u de t qui est égal à ça. On a le transfert direct entrée-sortie là qui apparaît. Bon, on peut faire une petite application numérique. Déjà, on s'aperçoit que on vérifie déjà. Bon, il faut toujours vérifier quand on obtient quelque chose, quoi, même si c'est simple. Et pour vérifier, par exemple, on sait que c'est un passe haut. Hein, donc on sait qu'en régime établi, donc quand on va mettre un échelon d'entrée, on sait que si on attend assez longtemps, au bout d'un certain temps, il y aura 0 en sortie, parce que c'est un passe haut. Donc on vérifie ça en faisant la limite lorsque t tend vers l'infini de y de t, et en vérifiant bien que les exponentielles là tendent vers 0, on a moins 1 plus 1 là qui fait bien 0. Donc, ça a l'air de coller. Bon, si on suppose qu'à t égale 0, les conditions... Alors, si on suppose que t0, c'est l'instant initial de l'échelon, donc c'est égal à 0. Et qu'on donne x de 0, hein, l'état initial, donc le courant initialement dans... Alors, c'est pas forcément le courant, parce qu'on a mis sous forme compagne. Donc, l'état initial qui est nul. Dans ce cas-là, que vaut... Que vaut la sortie, hein? Donc on a ça qui est nul, x0 qui est égal à 0, ça disparaît. À l'instant initial, on a 1 ici, moins 1 là, donc ça fait 0. Et t0 est égal à 0, donc à t est égal à 0, on a exponentielle de 0, donc à l'instant initial, on a 1 volt. Ça aussi c'est logique.
c'est un passo, hein, et on a vu que le transfert direct est égal à 1. Donc au moment où on met l'échelon, on a tout de suite 1 volt en sortie. Donc voici la réponse qu'on obtient. Hein, donc on commence à 1, à t égale 0. Ensuite on décroît vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Et ça décroît suivant une exponentielle décroissante, hein, évidemment. Et il se trouve que, bon, ça on le verra un peu plus tard dans le cours, que la constante de temps de ce système, c'est L sur R, inductance sur résistance, et on l'obtient en faisant la tangente à l'origine, là, et lorsque ça coupe la valeur finale c'est 0, ben on obtient 3 fois la constante de temps. Bon, ça on verra dans les réponses temporelles. Voilà, c'est quelque chose qui anticipe un peu sur la suite du cours. Bon, alors maintenant on a traité ce cas ultra simple, on peut passer à l'ordre 2, un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'on aura des matrices et on aura ces histoires de diagonalisation là qui vont intervenir. Donc ça c'est l'exemple, la suite là c'est l'exemple je crois. C'est l'exemple du cours, oui c'est ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout noter là. Hein. Vous notez, bon là j'ai juste, ça c'est l'énoncé. Hein. C'est aussi dans les slides, hein, donc ça c'est pas la peine d'aller me noter ça. Hein. Par contre, ça y est peut-être pas, je sais pas. Peut-être ça y est, si ça y est vous le notez pas, si ça y est pas vous le notez. Alors pour trouver, pour diagonaliser, premier travail, vous voyez qu'on a mis sous forme d'états avec les états qui correspondent à des grandeurs physiques. Dans ce cas-là, on n'est ni dans la forme diagonale, ni dans la forme commandable, ni dans une forme sympathique quelconque. On est dans une forme physique, on va dire, où on n'a pas de propriété, disons, particulière sur les matrices. Dans ce cas-là, bah, vous voyez le A, là, il est quelconque. Et nous, on aimerait bien le rendre diagonal. Pour cela, il nous faut faire un changement de variable. Un changement de variable qui va rendre A diagonal. Ce changement de variable s'obtient avec les vecteurs propres. Le P, là, c'est la juxtaposition des deux vecteurs propres, colonne, là, V1, qui correspond à la valeur propre lambda 1, et V2, qui correspond à la valeur propre lambda 2. Je vais vous montrer ça sous MATLAB. MATLAB. Bon, je vais d'abord vous laisser recopier ça et ensuite je démarre MATLAB. Alors, on va saisir comment diagonaliser A. Donc moi je vais faire ça sous MATLAB, bon, mais on peut le faire à la main pour un ordre 2, mais là, au tableau, là, ça va me prendre des plombes. Donc je vous montre le principe. Hein. A, je vais le saisir, est égal à... vous vérifiez en même temps que moi, hein, parce que je peux très bien faire une faute de frappe. 0,55 768. Ensuite, on a 775,19. Puis, on passe à la ligne moins 178,57 et moins 2571,4. Voilà ce A qu'on aimerait bien diagonaliser. Pour ça, on va utiliser la fonction MATLAB qui donne les vecteurs propres et les valeurs propres. C'est la fonction Eig, pour Eigenvalue, valeur propre, et Eigenvector. Alors vous voyez, Eig s'utilise comme ça. Si vous voulez à la fois les vecteurs propres et les valeurs propres, vous utilisez cette fonction. Donc V, virgule D, est égal, alors là il faut mettre minuscule, Eig de A.
Vous voyez apparaître les deux valeurs propres là qui sont données sûrement, enfin que vous venez de recopier là, donc la moins 55,58 et la moins 2000, il y a 10 puissance 3 en facteur, hein, moins 2516. Voilà. Et puis vous avez aussi les deux vecteurs propres, hein, qui sont celui qui correspond à cette valeur propre, c'est celui-là, vecteur colonne, et celui qui correspond à cette valeur propre, c'est celui-là. Et ce V là, c'est la matrice de passage. Donc A diagonale s'obtient, A diagonale est égal à 1 inverse de V qu'on va appeler P, fois A fois B. Donc vous voyez apparaître une matrice diagonale, hein, par ce changement de base, hein, qui utilise la matrice des vecteurs propres là pour définir P. Donc cette propriété se démontre assez facilement en utilisant simplement la définition des vecteurs propres. Donc vous y arrivez en 3 lignes de calcul. Voilà comment on diagonalise. Alors, ça vient de là. Donc, on obtient une forme diagonale. Et la première chose qu'on fait là, c'est qu'on transforme, qu'on fait le changement de variable. Donc, on se met dans le nouvel espace qui est transformé par le changement de variable P. Et on calcule le nouvel état initial, hein, c'est celui qui est donné dans les slides, qui s'obtient, donc Z c'est la nouvelle variable d'état, hein, par la transformation P-1 fois X, donc vous faites simplement P-1 fois X de 0 pour obtenir Z de 0 et on obtient ce qui est donné dans les slides. Et la nouvelle représentation d'état, hein, c'est celle-ci, qui n'a plus rien de physique, hein, mais dont les états n'ont plus aucune signification physique, mais qui donne exactement, évidemment, les mêmes résultats au niveau de la sortie, en fonction de l'entrée. Et là, maintenant, on peut appliquer la méthode. La méthode basée sur l'exponentielle matricielle, qui, cette fois-ci, est facile à calculer. Donc, notre matrice de transition là s'obtient à partir de A, c'est exponentielle de A fois t moins tau. Hein, donc, voilà, c'est une matrice qui est aussi diagonale avec exponentielle de moins 55,58 t moins tau et exponentielle de moins 2516 t moins tau. Voici notre matrice de transition qui va nous permettre d'obtenir directement la solution libre. Hein, et qui va aussi nous permettre d'obtenir la solution particulière, la solution forcée, la réponse forcée, pour l'entrée qui est spécifiée, à savoir une tension de 12 volts, un échelon de tension de 12 volts. Donc la réponse totale, hein, d'après la formule du cours, c'est C fois P, bon là il y a le changement de variable, hein, fois ça c'est la réponse libre, plus la réponse forcée avec ce terme-là, hein, donc phi P-1 B fois U, qui vaut ça. Hein, si vous faites le calcul, ça vaut ça. Donc ça c'est peut-être un intermédiaire. Alors là, à cet endroit-là des slides, vous n'avez plus rien. Hein. Donc là, je voulais un peu délayer la sauce. On a U de t qui est 12 fois grand U de t. À t égale 0, on a Z de t0, donc là qui vaut ça c'est juste un rappel. Vous n'êtes pas forcément obligé de le renoter. CP qui vaut ça. Hein, bon, ça, voilà, c'est un calcul qu'on peut faire sous MATLAB par exemple. Et donc, Y de t est égal à cette expression-là. Hein, donc voilà, ça c'est pas du tout dans les slides. Hein. Bon, c'est pas mortel, hein, mais je voulais quand même le préciser.
Bon, alors moyennant donc, ces calculs-là, hein, qui sont élémentaires. Alors ça vous le notez pas, hein, c'est pas la peine d'aller me noter cet intermédiaire. Notez ça. Ça vous permet de comprendre d'où ça vient, et éventuellement de détecter une erreur si vous en avez fait une. Après, tout le reste, c'est du calcul. Cet intermédiaire-là, c'est pas la peine de le noter. Ni d'ailleurs la suite, hein, parce que la suite, c'est exactement ce que vous avez dans les transparents. Hein. Ça, c'est important. Bon, ça vous met une étape intermédiaire entre deux lignes là des transparents où il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Bon, alors on a vu au travers de ces deux exemples comment calculer la réponse temporelle à partir de la représentation d'état en restant en temporel, hein, donc en n'utilisant pas l'outil transfo de Laplace, uniquement des considérations d'équations différentielles. Voilà, donc ok. On obtient donc une réponse, juste petit commentaire sur la réponse, hein, qui est un second ordre. Hein, on reconnaît ça en fait à l'addition de deux exponentielles décroissantes qui n'ont pas la même constante de temps. Hein. Donc vous voyez une constante de temps lente là, qui est moins 55, enfin. Donc le coefficient de décroissance, c'est pas la constante de temps. Hein. La constante de temps, c'est 1 sur ça, hein, qui est 55,58. Donc ça décroît moins vite que ça, hein, qui est un coefficient de décroissance de l'ordre de 2500. Ça, c'est la décroissance de la partie électrique, c'est le comportement électrique de la machine, pardon. Et ça, c'est le comportement mécanique de la machine. Bon, alors, il y a aussi, alors pour remonter à l'expression temporelle, il y a aussi la méthode directe. Alors maintenant qu'on connaît la méthode représentation d'état, c'est un peu idiot d'utiliser la méthode directe qui consiste à remonter à l'équation différentielle d'ordre n qui décrit le système. En effet, on sait le faire pour n est égal à 2 assez facilement. Mais au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Hein. C'est pour ça que la forme matricielle permet de simplifier les choses en transformant une équation différentielle d'ordre n en n équations différentielles d'ordre 1, qui sont du coup beaucoup plus facilement... dont on peut plus facilement trouver la solution, et surtout par une méthode générique telle qu'on l'a fait là sur deux exemples. La méthode est totalement... s'applique à quel que soit n. Alors on peut aussi utiliser la transfo de Laplace. Donc pour ça, on peut partir de l'équation différentielle entrée-sortie d'ordre n, faire sa transfo de Laplace, supposer que les conditions initiales sont nulles, ce qui est quand même assez souvent le cas, même pratiquement tout le temps. Hein. L'intérêt, disons, d'avoir une réponse d'un système, c'est de voir comment il se comporte, mais comment il se comporte lorsqu'il part de zéro. Hein. C'est l'intérêt de savoir comment il se comporte lorsqu'il part d'un autre état, c'est souvent assez marginal. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, d'après la définition de la fonction transfert où les conditions initiales sont nulles, on a la sortie qui est égale à la transmittance, ou fonction transfert fois l'entrée. Et on va utiliser une propriété de la transfo de Laplace qui dit que la transfo de Laplace du produit de convolution est égale au produit des transfos de Laplace des deux termes dont on fait la convolution. Alors imaginez que f est égal à petit g, que g est égal à petit u. Donc dans ce cas-là, la convolution de petit g de t avec petit u de t est égale, sa transfo de Laplace, au produit de f de s fois g de s. Donc, théorème, la réponse d'un système linéaire invariant d'entrée U et de sortie Y peut donc s'écrire sous la forme
d'une convolution. Hein, grâce à cette remarque-là de la propriété de la transfo de la place d'un produit de convolution. Donc y de t, c'est donc égal à une intégrale, du produit de convolution qui définit le produit de convolution entre g de t et u de t. Alors la question c'est, qu'est-ce que c'est g de t? Hein, quand on a une fonction de transfert, une transmittance, grand G de S, comment est-ce qu'on remonte à petit g de t? Alors on peut faire la transfo de Laplace inverse, mais physiquement à quoi ça correspond, enfin, concrètement? C'est la question. Alors, on va pour ça appliquer, ce principe toujours à notre moteur. Hein. On peut calculer grâce au transfo de Laplace, à la transfo de Laplace cette fois-ci, la sortie y de t qui correspond à la vitesse de rotation en réponse à un échelon de tension de 12 volts en entrée, cette fois-ci pour des conditions initiales nulles, alors qu'avant les conditions initiales n'étaient pas nulles. La fonction de transfert qu'on a déjà établie par le passé pour ce moteur est égale à celle-ci, avec une constante de temps rapide ici qui est celle du circuit RL et une constante de temps lente qui est celle correspondant à la mécanique. Qu'on peut réécrire donc sous cette forme-là, d'après sa définition. Et on peut transformer U de S en sa valeur. Hein. On sait qu'à l'entrée, on met un échelon. On sait qu'un échelon, sa transfo de Laplace, c'est 1 sur S. On sait que cet échelon a une amplitude de 12, donc sa transfo de Laplace, c'est 12 sur S. Donc, il nous faut calculer, enfin là, on a la transfo de Laplace de la sortie, hein, de la sortie de ce système. Mais on a sa transfo de Laplace. Et nous, on veut y de t. Donc, il faut faire la transfo de Laplace inverse. Pour ça, on va décomposer y de s en éléments simples. Donc, c'est un troisième ordre. On décompose en 3 morceaux qui sont des premiers ordres. Le terme qui correspond à un pôle nul, le terme qui correspond à ce pôle-là, qui est lent, et le terme qui correspond à ce pôle-là, qui est rapide, avec les coefficients qu'on détermine avec les méthodes habituelles de décomposition en éléments simples. Maintenant, on peut très facilement remonter à l'expression temporelle. Il suffit de faire transfo de Laplace inverse de y de s est donc égal à y de t. Est égal à transfo de Laplace inverse de tout ça, qui est égal à la somme des transfos de Laplace inverse pondérés de chacun de ces termes, dont on connaît l'expression parce qu'on a les tables de transformés. Ainsi, la transfo de Laplace, d'après ce qu'on a déjà établi dans ce cours d'une exponentielle, c'est 1 sur s plus a. Donc la transfo de Laplace de exponentielle de moins t sur tau u de t, c'est tau sur 1 plus tau s. En utilisant ça, et en utilisant le fait que la transfo de Laplace d'un échelon est égale à 1 sur s, on peut remonter au transfo de Laplace inverse de tout ça. Donc transfo de Laplace inverse d'un échelon, d'un coefficient sur s, c'est égal à u de t, donc l'échelon fois le coefficient. Ici, la transfo de Laplace inverse de ce premier ordre, grâce à cette formule-là, c'est égal à le coefficient tau fois ce coefficient-là, fois exponentielle de moins 1 sur tau, et 1 sur tau c'est moins 55,58 fois t, idem pour celui-là. Et on retrouve évidemment et heureusement les deux valeurs propres qu'on avait obtenues lorsqu'on avait diagonalisé le modèle d'état de ce moteur-là, à savoir moins 55,58 et moins 2516. Je vous avais dit que A code le comportement dynamique du système, et donc dans ces deux valeurs propres, il y a tout ce qu'il faut pour générer la réponse du système, et vous le voyez, au coefficient près évidemment, ces deux valeurs-là définissent la rapidité de décroissance de ces deux exponentielles, donc définissent la dynamique du système.
Voilà, on va en rester là. Merci pour votre attention.